Alors, séance ordinaire du 19 juin 2023. Donc, avis de convocation dûment signifié à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Donc, pour la séance ordinaire, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé en enlevant le point 19 qui sera reporté. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre. C'est un plaisir de vous voir. Vous avez bravé enfin le soleil. Quand je dis braver, c'est parce que quand il fait beau comme ça, des fois, on préfère rester dehors. J'inviterais, en fait, je voulais avoir une pensée quand même particulière. Vous avez probablement connu Jean-Paul Boivin, qui était conseiller municipal 2005-2013, j'écris tellement bien, pour 2 mandats consécutifs, qui est décédé le 9 juin dernier. Alors, au nom du conseil municipal, je vous invite à prendre 2-3 secondes pour, dans le fond, avoir une pensée pour notre ancien ami Jean-Paul Boivin. Donc, aussi, je tiens à motiver l'absence de la conseillère Gabrielle Brisebois, donc qui ne va pas être parmi nous ce soir. Donc, pour la suite, j'invite Sylvie Boulay à présenter les différents points d'introduction. Merci, M. le maire. Alors, au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2023. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2023 tel que présenté. Au niveau du point 3, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2023. Alors, il est proposé par Sylvie Boulay d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2023. Et je poursuis avec le point 4, M. le maire. C'est l'approbation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 30 mai 2023. Alors, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 30 mai 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, ce serait complet pour moi. Je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents usuels. Donc, j'en ai un qui est au début de ma liste, mais je vais terminer par celui-là parce que je vais descendre avec André pour vous présenter le rapport financier de 2022. Donc, il y a le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement concernant le suivi budgétaire pour la période qui se terminait le 15 juin. Il y a le dépôt de la liste énumérant, toujours avec la même date, les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Et aussi, on a le dépôt du registre daté du 15 juin 2023 encore, énumérant les occupations du domaine public en vertu du règlement numéro 1066. Il y a 2 autres dépôts et j'invite la greffière Karine Simard à les faire à ce moment-ci, puis après on va revenir. Oui, certainement, M. le maire. Donc, au point 9, je dépose la lettre officielle de démission de M. Marc Langlois, conseiller du district numéro 1. Donc, au niveau de la lettre de démission qui se lit comme suit. Madame la greffière, je vous remets ma démission au poste de conseiller municipal, le tout selon les dispositions de l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Cette démission a pris effet le 29 mai 2023, espérant le tout conforme. Recevez, Madame la greffière, mes salutations distinguées. Donc, en vertu de la loi, je dépose officiellement la lettre de démission qui a été effective à compter du 29 mai 2023. Ce qui m'amène au point 10 de l'ordre du jour pour le dépôt de l'avis de la greffière de la vacance au poste de conseiller du district numéro 1, qui se lit comme suit. Alors, soyez avisés que conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le poste de conseiller du district numéro 1 de la ville de Montmagny est devenu vacant le 29 mai 2023,
suite à la réception de la démission de M. Marc Langlois. Et en conséquence, une élection partielle se tiendra le dimanche 17 septembre 2023 pour combler ce poste. Merci. Donc, je vais descendre à l'avant pour vous faire la présentation du rapport financier 2022. Et j'invite André Lévesque, notre directeur des finances, trésorier, directeur des technologies, à me rejoindre. On est correct. Donc, d'entrée de jeu, on peut trouver ça drôle quand rendu en milieu d'année 2023 qu'on parle de 2022, mais on a une obligation gouvernementale, toutes les municipalités, de procéder, dans le fond, comme on le fait là, en parlant des états financiers de 2022. Donc, ça peut paraître quand même loin. L'élaboration du budget 2022 n'avait pas été nécessairement simple. On était encore en pandémie. Il y avait des restrictions pour procéder qui s'appliquaient encore. Et ça laissait planer quand même d'un climat d'incertitude. C'était également le premier budget à la suite du nouveau conseil municipal, donc qui avait été amorcé par le conseil précédent, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait un bon travail. Pour ceux qui étaient là au conseil municipal, vous aviez fait un bon travail, laissé des finances en bonne santé, donc je vous en remercie. Donc, à présent, on ne publie plus de revues annuelles comme on l'a déjà fait dans le passé. C'était énergivore et redondant. On profite du rapport financier 2022, qui est une obligation, comme je le disais tantôt, pour présenter quand même quelques réalisations qui ont été marquantes pendant cette année-là. Donc, j'invite le directeur des finances, d'approvisionnement et des technologies, voici le titre exact, là, et de l'information, André Lévesque, donc, à présenter le rapport 2022. Donc, je vais revenir tantôt pour reparler de points particuliers. Donc. Bien, merci, M. le maire. Bonjour aux gens de la salle et aux gens de la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des résultats non consolidés, c'est-à-dire les résultats de la Ville de Montmagny seulement, et non des organismes satellites qui sont la Société de développement économique, la Corporation du camping, de la bibliothèque, de même que la Régie de gestion des matières résiduelles. Donc, si on prend seulement la Ville, là, on a des revenus de fonctionnement réalisés, c'est-à-dire des revenus réalisés de 25 millions sur un budget de 23 771. Donc, on a des revenus supplémentaires supérieurs au budget adopté de 1 503 000 $. On reviendra un peu plus loin pour expliquer d'où proviennent les écarts. Au niveau des charges de fonctionnement, donc c'est les dépenses courantes pour opérer. On avait prévu des dépenses de 21 388 000. Au réel, on a fait des dépenses de 21 697 000. Donc, des dépenses supplémentaires pour 310 000 $. On a quelques opérations au niveau des placements, le remboursement de la dette à long terme qui s'élève en 2022 à 2 482 000, de même que du financement d'immobilisation à même les opérations courantes, puis quelques opérations à même nos réserves et nos réserves financières pour opérer les services de la Ville. Donc, ça nous donne un excédent financier de 935 160 pour l'année 2022. À titre comparatif, en 2021, on avait un excédent exceptionnel de 1 472 000. Donc, on suit quand même les mêmes tangentes que les dernières années. Donc, si on y va un petit peu plus en détail au niveau des recettes, ce qu'on peut voir, c'est que les revenus autres que les taxes foncières ou que les services rendus ont nettement été supérieurs à ce qui avait été prévu au budget. Principalement, ce sont la vente de terrain dans le parc industriel qui ont généré des recettes. Donc, il y a eu quand même 3 transactions majeures qui ont été faites dans le parc industriel. Donc, c'est des recettes qui n'avaient pas été prévues au budget. On a également les intérêts sur les liquidités de la Ville. Donc, la Ville, on place quand même des sous lorsqu'on a des liquidités. Les taux d'intérêt ont augmenté au cours de l'année 2022. Je pense que tout le monde est... Dans ses finances personnelles, on a vu les taux d'intérêt augmenter. Donc, sur les liquidités de la Ville, on a quand même réussi à générer des excédents par rapport à ce qui était prévu au budget.
Également, l'activité économique, je pense que ça va être publié dans le journal municipal du mois prochain, du mois de juillet. Il y a eu quand même beaucoup de permis. Il y a eu une croissance là, au niveau de l'activité économique et au niveau des transactions immobilières. Il y a eu beaucoup de ventes de propriétés qui étaient au-delà de la valeur foncière. Donc, ça a généré des recettes en droit de mutation qui étaient nettement supérieures à ce qu'on avait prévu au budget. Également, on a des compensations pour la saine gestion des matières résiduelles. Donc, on a le recyclable, on a les matières putrescides, le bac brun, et de même que les déchets enfoussables, c'est-à-dire les déchets domestiques. Donc, plus on fait une meilleure gestion de ces différents types de matières-là, bien, on a des redevances qui proviennent des gouvernements. Donc, c'est important là, pour chaque citoyen de vraiment faire le bon tri de ces matières résiduelles. Ça devient payant à la longue, autant au niveau environnemental, mais au niveau financier pour l'ensemble des citoyens également. Aussi, au cours des dernières années, il y a eu des investissements qui ont été faits par le Centre de services scolaires dans la rénovation d'écoles. Là, je pense qu'on parle de l'école de Saint-Thomas, il y a l'école ici... L'école Beaubien. Comment? L'école Beaubien. L'école Beaubien, merci. Merci Sylvie. Donc, il y a eu quand même des investissements qui ont été faits dans les écoles. Bien, ça permet quand même de générer des enlieux de taxes, c'est-à-dire que le gouvernement paye un équivalent de taxes foncières aux municipalités. Donc, quand la valeur de ces bâtiments-là augmente, on a quand même des recettes supplémentaires. Au niveau des dépenses, bien, c'est sûr que l'année 2022, comme n'importe quel citoyen, un citoyen corporatif comme une ville, on a subi l'inflation. L'inflation qui était quand même, si on se rappelle, au mois de décembre, c'était à 6,9 %. Donc, c'est sûr qu'on a subi quand même cette inflation-là comme n'importe quelle entreprise ou citoyen. Au niveau du déneigement, on a des dépenses qui sont supérieures de 52 000 C'est minime, là, 52 000 sur un budget d'un peu plus d'1 million pour le déneigement. Mais il faut se rappeler que, là, c'est sûr que là, on est dans le fin du printemps 2023, mais le printemps 2022 était très tardif. Hein? Il a fait froid longtemps, il a neigé très tard. Donc, ça a généré quand même des dépenses supplémentaires au niveau du déneigement. Associé à ça, bien, il y a la hausse des prix du carburant. Donc, là, on le voit, là, en ville, il y a souvent des véhicules de la municipalité qui offrent des services. Donc, le coût des carburants, bien, c'était pas prévu qu'il y aurait une telle hausse au niveau du diesel. Également, on a eu un pépin avec le système de refroidissement de l'Arena à la fin de l'été 2022. Ça l'a obligé à louer un équipement refroidisseur le temps d'aller en appel d'offres et de pouvoir remplacer le refroidisseur de la glace. Donc, il fallait opérer la glace dès le mois d'août. Donc, on a quand même un peu plus de 88 000 $ qui a dû être investi pour louer un refroidisseur pour la glace, le temps de pouvoir procéder aux réparations. Réparations qui sont complétées depuis le milieu de l'hiver. Et finalement, on parlait de taux d'intérêt tout à l'heure pour les placements, les liquidités que la Ville place. Bien, c'est sûr qu'on a des emprunts également. Puis ça nous a coûté quand même près de 195 000 $ de plus en frais d'intérêt que ce qui était prévu. Par contre, les recettes en intérêt étaient supérieures à ce que ça avait coûté au niveau des dépenses. Fait qu'on arrive quand même équilibré à ce niveau-là. Également, fait à souligner, au cours de l'année 2022, la Ville a procédé à une vente pour non-paiement de taxes là, d'un édifice, d'un immeuble sur le boulevard Taché-Est. Une ancienne station-service que tout le monde reconnaît avec son toit incliné qui est sur le bord de s'effondrer. Donc, ce terrain-là est fortement contaminé. Donc, on a dû mettre une provision d'1 demi-million pour procéder au cours de l'année 2023 là, à la décontamination de ce sol-là. Donc, ça, c'est un incontournable. C'est au niveau de l'environnement, on devra décontaminer ce terrain-là. Oui. Donc, si on poursuit, donc on a commencé l'année 2022. Là, c'est sûr, quand on est en 2023, on a commencé l'année 2022 avec un excédent non affecté, c'est-à-dire un excédent qui était disponible, une réserve financière disponible de 2 212 000. Au cours de l'année 2022, on a affecté 244 000 $ de cet excédent-là à des opérations financières. On parlait tout à l'heure de la location à 88 000 d'un refroidisseur qui n'était pas prévu au budget. Bien, on est allé puiser dans ces excédents-là pour pouvoir payer cette location-là.
On a financé des immobilisations par excédent. Donc, plutôt que d'aller sur emprunt à long terme où on a payé des immobilisations comptant avec des sommes qu'on avait en réserve, on a quand même certaines fermetures de projets d'immobilisation dont les dépenses ont été supérieures aux prévisions lorsqu'on les a adoptées. Donc, il a fallu renflouer, dans le fond, ces dépenses en immobilisation-là pour 235 000 $. Et on a affecté des sommes de 880 000 à des réserves financières. Donc, quand on parle de réserves financières, c'est des réserves en vue d'une dépense ou un investissement futur. Donc, en tenant compte de l'excédent de l'année 2022 à 935 000 $, comme on parlait tout à l'heure, l'excédent non affecté disponible au 1er janvier 2023 était de 1 275 000 $. Juste souligner peut-être que lorsqu'on parle qu'on a affecté 880 000 dans des réserves, bien justement, ces réserves-là, on va le voir un peu plus loin, c'est vraiment essentiel en vue de prévoir des dépenses qui vont venir, qu'on s'attend de voir, puis de ne pas être obligé de taxer spécialement ces dépenses-là éventuellement. Ne serait-ce que ça. Oui. Bien, je pense qu'on y arrive. Ouais, dans le fond, les villes, on ne peut pas faire de déficit. Là. Les surplus et les réserves sont nécessaires. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça permet d'avoir une marge de manœuvre le temps voulu, puis d'être en mesure d'intervenir rapidement lorsqu'il y a des imprévus financiers. Puis, on en parlait tantôt, le remplacement temporaire du refroidisseur pour l'Arena, c'est un bel exemple d'utilisation des excédents non affectés. J'ai volé ta... Non, c'est parfait. Ça me permet d'en prendre mon souffle. Ta slide. C'est pour ça que j'ai ça que j'ai pensé. Là. Un petit verre d'eau avec ça aussi. Merci, M. le maire. Donc, ça nous amène à l'année prochaine, je pense. À moins que tu voulais en rajouter sur... Non, bien là, on a quand même juste pour parler des réserves, c'est ça. Juste souligner qu'à chaque année, on met de l'argent de côté pour payer les élections qui s'en viennent comptant. Donc, dans 2 ans, il y aura des prochains scrutins généraux. Donc, on sera capable de les payer comptant. On met de l'argent de côté là, pour tout ce qui s'appelle le traitement des eaux usées et l'approvisionnement en eau potable. Donc, il y a toujours des investissements à faire de façon récurrente sur des stations de pompage ou au niveau de l'usine d'eau. Donc, on met de l'argent de côté. Plutôt que d'emprunter, on va le payer comptant quand on aura à faire des travaux là-dessus. Principalement, c'est les principales réserves qu'on a. Les IMO. Parfait, on y va. Oui. C'est bon? Oui. Ah, ben, je peux y aller. Oui. Les dépenses, parce que je sais que j'en ai un bon bloc après. Ah, OK, mais je peux y aller? Oui, vas-y. Okay. C'est improvisé. Hein, non, oui, mon tour vient tout de suite après. Donc, 2022, ça a encore été une fois une année impressionnante au niveau des investissements en immobilisation. Donc, ça, c'est des investissements à long terme. Avec plus de 10 millions d'investissements. À titre d'exemple, en 2020, on avait investi 4 729 000 et en 2021, qui était une année exceptionnelle également, on avait mis 9 214 000. Donc, on va revoir avec M. le maire tout à l'heure qu'est-ce qui explique un peu ce 10 millions d'investissements-là. C'est sûr, lorsqu'on parlait... le fait d'avoir une marge de manœuvre au niveau de l'endettement a permis justement de saisir des opportunités et d'améliorer l'offre aux citoyens. Par exemple, l'aménagement on va en parler tout à l'heure, des lits de séchage pour les bouts des bassins d'étain, d'eau géant, les bassins. Je vais en parler tantôt. Oui, vous allez en parler. De toute façon, c'est un projet quand même majeur. On a réussi à investir là-dessus, puis on est allé chercher des subventions également. Donc, puis aussi, la Ville de Montmagny est une des rares municipalités au Québec qui fait la majorité de ses travaux en régie, c'est-à-dire à l'interne, plutôt que de le donner à des contrats à l'externe. C'est généré à l'interne, donc ça stimule aussi l'économie locale parce qu'on fait affaire avec plusieurs entrepreneurs locaux pour faire nos travaux. Oui, puis ça nous permet en même temps d'avoir sous la main une expertise qui est de plus en plus difficile à aller chercher. On a beau avoir des budgets pour réaliser un projet, si on n'est pas capable d'aller faire l'ingénierie ou des choses comme ça, d'avoir les ressources sous la main, c'est un plus aussi. Donc, je vais y aller avec les différents faits saillants de l'année. D'abord, en commençant avec les investissements qui ont été réalisés. Donc, on le disait tantôt. Est-ce que tu avais terminé sur celui-là? 10 308 714. Donc, c'est une année record en termes d'investissement en travaux d'immobilisation. Puis là, je vais vous donner en rafale, parce que je ne veux pas étirer la séance trop longue, donc sur les différents points qui méritent d'être portés à votre attention. On reste quand même en veille constante des programmes, parce que c'est avec les programmes qu'on est capable d'aller chercher des sous, puis que ça coûte le moins cher possible pour faire des investissements.
Et ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, puis j'aime ça le répéter à l'occasion, c'est que toutes ces dépenses-là, ces investissements-là qui sont faits, bien, c'est comme quand on achète une maison qu'on a déjà payé 100 000 puis qu'aujourd'hui on en vaut 300 ou 400 000, mais ça prend de la valeur aussi avec le temps. Donc, je pense que c'est une bonne pratique de continuer à faire ça. Donc, on a eu aussi, on a le pavillon communautaire Espace citoyen, vous le savez, il a été inauguré l'année passée. Le coût total, ça avait été 3 520 000, mais on avait payé 130 610 en 2022, parce que là aussi, ça avait été largement subventionné. Puis, on le sait, là, on reçoit régulièrement des éloges par rapport à l'espace citoyen. Juste curiosité, qui dans la salle est déjà allé à l'espace citoyen pour une activité quelconque? C'est ça? Bon, il y en a quand même plusieurs qui lèvent la main, mais beaucoup de gens d'ici, beaucoup de gens d'extérieur pour différentes activités communautaires, et des gens d'extérieur pour... il y a eu des mariages, des après-décédés, toutes sortes d'activités. Donc, les commentaires sont très, très positifs. Puis, on va faire prochainement un bilan de la première année. Au cours des prochaines semaines, vous allez avoir un peu plus de détails sur, justement, ce qui s'est passé là, puis combien ça coûte à opérer, etc. On a aussi le parc aquatique, vous l'avez vu. Là, je n'ose pas demander qui a osé descendre dans les glissades. Gaston Morin, sûrement, qui était à l'origine, entre autres, de ce projet-là, qui est ici avec nous, l'ancien directeur du camping. Bonjour. T'as pas osé, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui ont... Je ne sais pas si quelqu'un oserait lever la main qui est allé dans le glissade d'eau, non? On dit que c'est fait pour les tout petits, hein? Non. Quand on l'a inauguré, moi j'étais en bas, je n'ai pas essayé, mais quelqu'un est descendu puis rendu en bas. J'y ai goûté, j'ai pris une douche. C'est ça. Fait que c'est un super partenaire avec le camping. D'ailleurs, le camping, on a la présidente ici. Oui. Michel Bernard, oui, c'est ça? la corporation, oui. Il y a eu des ajustements qui apportés en 2023 par rapport à la tarification. Des équipements qui font quand même partie de l'offre récréative pour des retombées économiques pour la ville aussi. Tantôt, on parlait des lits de séchage, des boues. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas? Oui, sûrement, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais vous en avez entendu parler des lits de séchage, là? Vous savez où on a des bassins d'épuration, donc c'est à cet endroit-là. C'est un projet novateur, imaginé encore là par notre équipe, nos ingénieurs, nos techniciens, les gens en régie. Ça figure bien quand même en lien avec notre réflexion stratégique, en lien avec la protection de l'environnement. On a beaucoup de firmes locales qui ont travaillé à ce dossier-là. Avant, il fallait payer 1 million aux 5 ans pour vider les boues, justement, des eaux usées. Avec ça, ça permet de faire des économies, de valoriser les résidus et tout ça. Donc, il y a un gain financier puis un gain environnemental aussi. On devient même une référence pour plusieurs municipalités qui nous regardent parce qu'on va peut-être accueillir sur le territoire à moindre coût, si on parle d'exemple des résidus des fosses septiques. Donc, les gens sont intéressés à ce qu'on fait, ils viennent voir ça. Vraiment une fierté là, de pouvoir pu réaliser cette chose-là, donc très efficace. Donc, bravo aux employés et les partenaires qui ont travaillé à ce grand projet-là. On a aussi le boulevard Taché-Est, là, vous vous rappelez de la planche à laver là, à partir du Pont-Rivard en allant vers le Cap Saint-Ignace qu'on connaissait dans les dernières années. Là. Donc, ça, c'était très attendu qu'on puisse refaire cette section-là au coût de 2 835 000 encore là aussi en partie subventionnée. J'ai pas oui, la subvention était quand même 1,5 million. Donc, on est fiers que ça a été réalisé, encore là, fait en régie. Un projet axé sur la fluidité, mais aussi la sécurité, parce qu'on a, pour sécuriser les piétons, on fait des investissements, surtout dans le secteur de l'école, pour ceux qui... vous avez vu ça. Donc, en termes d'acquisition d'équipement aussi, on a changé une niveleuse qui avait au-dessus de 20 ans, qui a brisé juste à la fin de la période d'ailleurs hivernale et tout ça. Là, donc, on avait été obligé d'en louer une temporairement. Donc, ça a été fait, puis ça a été payé sans avoir emprunté, justement, grâce aux réserves dont on parlait tantôt. Aussi, on tombe dans des équipements peut-être un peu plus petits. Puis, André, tu veux compléter par rapport à ça parce que ça concerne un peu les technologies, un débitmètre, en fait, pour moderniser notre usine d'eau potable, mais aussi où on veut travailler à la prise d'eau, qu'on évite de manquer d'eau. Vous le savez, ça arrive cette année, à date, je pense qu'on n'est pas parti pour manquer d'eau, là, mais on ne sait pas. Il peut faire chaud, puis on peut avoir des interdictions d'arrosage. Donc, on travaille à ces éléments-là. Est-ce que le débitmètre a un lien nécessairement avec ça? Ou peut-être un complément d'information? C'est sûr qu'au niveau de l'usine d'eau, c'est des investissements constants. Ouais. On sait que c'est un équipement qui est vital là, pour la municipalité. Le débitmètre, dans le fond, c'est qu'à la sortie de l'usine d'eau, sur la conduite de 16 pouces, on a un débitmètre qui calcule la quantité d'eau qui sort de l'usine. Puis on a un compteur
à l'entrée de la ville. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Qu'il n'y a pas de perte. Donc, on a Donc, quand pas de même bris. combien de kilomètres? 10 km. C'est 10 km de l'usine jusqu'au centre-ville. Donc, il faut s'assurer de ne pas avoir de perte d'eau parce que ça coûte quand même assez cher produire de l'eau. Donc, c'est des petites interventions qu'on fait comme ça régulièrement qui nous permettent justement d'éviter d'avoir des pertes. Et Ouais. Ça nous emmène au niveau des technologies de l'information. Vous savez qu'on a subi une cyberattaque dans les dernières années. Là, 21. Janvier 21, c'est ça. Donc, je ne reviendrai pas sur ce dossier-là, mais on a pris les mesures qu'il fallait, non seulement pour retrouver en tout cas, un montant financier par rapport aux dommages qu'on a subis, là, ça reste à venir, mais au-delà de ça, c'est qu'on investit pour s'assurer qu'on est à l'abri de ces risques-là. Et en fait, on n'est jamais totalement à l'abri des risques, mais que si le risque se matérialise, mais qu'on est capable de se remettre en fonction sans subir d'interruption de service. Donc, on appelle ça la gestion de la continuité, entre autres, quand on parle de sécurité informatique. Donc, on travaille en prévention, puis aussi en cas de perte de système, bien, on va avoir des éléments de relève par rapport à ça. Aussi, la surveillance des rivières aussi. Quand arrive le printemps, bon, on va avoir des outils, des équipements pour mieux sonder les débits. Est-ce qu'on peut parler de télémétrie dans le cas de ça aussi? Oui, donc ça fait partie d'un environnement de télémétrie, donc on investit de ce côté-là. Ce ne sont pas des montants nécessairement élevés, on parle de 23 920, donc on n'en est pas dans les millions pour ce cas-là. C'est peut-être pas des millions, mais à ce niveau-là, c'est qu'on va prévoir les coups d'eau avant qu'ils arrivent, donc ça va être de façon préventive plutôt que curative. Oui. Même chose pour les parcs et espaces verts. Bon, il faut les entretenir là, quand même. On a quand même beaucoup développé ça au fil des ans. Et donc, on a un montant par rapport à ça. On complète le circuit des Trois Ponts, Monsieur le directeur général, aussi, cette année. On est en Les travailler travaux sont encore dans le coin de la rive et tout ça. Mais on travaille aussi, et c'est pas dans ce budget-là, mais j'en parle quand même, ceux qui auront la chance d'aller à l'espace citoyen, bon, il y a un bel aménagement qui est déjà complété. En tout cas, il y a une autre section à faire, mais on a beaucoup amélioré. Je pense que c'est au niveau de la salle C, la salle la plus loin. Ceux qui y allaient, on voyait quand même les véhicules stationnés dans la vitrine. Là, parce que les gens qui viennent de l'extérieur, ils trouvent ça génial. C'est un peu comme là, aujourd'hui, si on regarde dehors, on voit les arbres et tout ça. Les gens viennent à l'espace citoyen, ils voient vers le fleuve, ils voient de la verdure et tout ça. Là, on complète là où on arrive. Là, où, il y a une porte sur le côté sud, dans le fond. Puis, où, dans le fond, les gens vont voir qu'on a végétalisé. On a notre spécialiste, Gino Dufault, qui a travaillé à ça, donc il a fait encore là une belle job. Donc, par rapport à ça, vous allez voir, c'est beau. Il restera complété pour les stationnements dans le futur, mais en fait, il y a ça. Il y a aussi au camping Pointe-aux-Oies des investissements qui ont été réalisés. Si je comprends bien, c'est surtout pour les réseaux d'aqueducs et d'égouts qui ont été prolongés. Par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des précisions apportées de ce côté-là? C'est sûr que c'était pour offrir des terrains 3 services, bonifier l'offre de terrains 3 services, c'était aussi régler certaines problématiques qu'on avait au niveau de la captation des eaux usées. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés à un coût, là, qui ont été réalisés à l'automne 2021, complétés au printemps de 2022. Donc, au total, c'est 451 000, mais la facture est partagée avec la Corporation du camping, parce que c'est eux qui sont les gestionnaires du camping. Oui. Puis, on a terminé, on en parle encore, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est jamais tout à fait terminé, là, les fêtes du 375e. Mais en fait, c'est une bonne chose parce que ça a été bien, puis on continue d'en parler parce qu'il y a eu des retombées par rapport à ça. On a inauguré le rocher de la Chapelle. Dans le fond, ceux qui sont jamais allés, moi, c'était la première fois que j'y allais. En fait, j'étais déjà allé, mais c'était pas évident qu'on peut monter à cet endroit-là, mais qui est vraiment magnifique. On voit un peu le point de vue, là. Il y a eu, on a sécurisé l'endroit, on peut y aller, donc c'est super beau. Puis c'est pas très loin d'ici, là, 5 minutes. Des fois, on va très loin pour voir des belles choses. Puis là, bien, il y a eu une belle réalisation de ce côté-là. Avec une petite pensée, encore une fois, pour mon prédécesseur, Rémi Langevin, je pense qu'il avait cru beaucoup, puis il s'est investi dans ce projet-là, quand même. Donc, il y a aussi la murale Aventis que vous avez vue aussi, qui est au quai, en fait, au Jardin des Souches. Et donc, on a eu la chance d'inaugurer l'année passée. C'est vraiment superbe aussi. Je pense qu'il y a eu des petites problématiques cette année à cause de peut-être d'infiltration d'eau. On va devoir faire des retouches, donc par rapport à ça. Donc, je laisserai André terminer avec l'endettement total net à long terme. Puis, je reviendrai après pour peut-être conclure. Parfait. Bon, qui dit investissement dit on doit financer nos investissements. Comme on a dit tout à l'heure, on essaie de financer le plus possible avec des réserves de l'argent qu'on a déjà en main. Par contre, on n'a pas le choix
d'aller en emprunt à long terme. Donc, au 31 décembre 2022, la dette à long terme globale de la Ville de Montmagny s'élevait à 34 967 000. Par contre, il faut tenir compte des investissements qui sont à financer, c'est-à-dire des travaux qui sont en cours et non encore financés, qui sont financés temporairement avant l'émission de la dette permanente pour 825 000. De ce montant-là, on va déduire les excédents accumulés qui sont affectés directement au remboursement de la dette. On en a pour 141 000 les sommes qui sont à recevoir du gouvernement du Québec, c'est que nous, on essaie la Ville essaie de bénéficier le plus possible des programmes de subvention. Lorsqu'il y en a des fédéraux, des programmes qui proviennent du fédéral, ils sont payés comptant, alors que le gouvernement du Québec nous dit « emprunte-les, je vais te rembourser ça sur 20 ans ». Donc, nous, on a une somme à recevoir là, du gouvernement du Québec au 31 décembre de 10 324 000. Donc, c'est du montant de 34 millions de la dette à long terme, bien, il y en a déjà le tiers là, qui va être reçu par le gouvernement du Québec. Ça n'aura pas d'impact là, sur le niveau de taxation des citoyens dans l'avenir. Et on a d'autres montants là, qui sont non utilisés là, pour 891 000. Donc, la dette nette, c'est-à-dire la dette qui vraiment à la charge de la Ville de Montmagny, s'élève à 24 435 000 au 31 décembre 2022. À titre de comparaison, la dette nette en 31 décembre 2021 était de 23 787 000, donc une légère croissance de 2 là, par rapport à l'année dernière au niveau de la dette nette, ce qui est quand même intéressant si on tient compte qu'il y a eu des investissements de près de 10 millions. Donc, ça veut dire que la majorité des investissements qui auront été faits au cours de l'année 2022 vont avoir été subventionnés par les gouvernements supérieurs. C'est beau. Ouais. Donc, l'année 2023, on laisse 2022, on a conclu par rapport à ça. Quand même, on va poursuivre avec les mêmes efforts de rigueur, opportunité, projet. Je rappelle que tout le conseil municipal siège sur le comité des finances. On avait inauguré avec ça, avec ce conseil-là. L'inflation, on sait, a tend à diminuer, tant mieux. Pas encore les taux d'intérêt, mais parce que justement, c'est ça qui a peut-être aidé, je ne suis pas un économiste, là, mais à maintenir l'inflation, à la contenir. Donc, aussi, on va poursuivre avec cette rigueur-là, puis à contrôler la situation des finances. Si l'occasion se présente en cours d'année, bien, la Ville va être en mesure de saisir les opportunités en respect de nos aspirations qui sont dans la réflexion stratégique. Donc, on va poursuivre dans ce sens-là. Aussi, on sait qu'ils ont un grand besoin de terrains résidentiels prêts à construire. On poursuit aussi avec des promoteurs par rapport à ça. Mais il y a des beaux projets qui s'en viennent aussi pour l'année en cours. Donc, dernière phase, circuit des Trois Ponts, on poursuit ça. On a besoin d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, pour aussi encore là des contributions gouvernementales pour nous aider dans ce sens-là. Ça se fait cette année. La caserne incendie aussi, ça avance bien aussi. Donc, les travaux de préparatoire avancent bien par rapport à ça. Cette année, les travaux majeurs, phase 1, 3e avenue et un peu plus, là, ça va jusqu'à la 3e avenue, puis en allant vers nos bassins d'épuration. C'est ça. Donc, puis on a travaillé aussi la boucle 1 du sentier de Loi-Blanche avec le secteur du Marais. Donc, on poursuit différents travaux. Donc, je termine sur ce point-là. Ça répond aux obligations gouvernementales de vous déposer ça. Ces documents-là sont publics, autant les rapports financiers. Dès demain, sur le site web de la Ville, ça va être public. Donc, merci pour votre patience. Des fois, d'écouter des chiffres, c'est pas toujours agréable, mais ça vous donne une bonne idée de vraiment comment ça procède et comment on fonctionne. Donc, je vais retourner à ma place. Monsieur le maire, juste une précision. Oui. Pour la deuxième école, c'est l'école Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, hein? Merci pour la précision, M. Coteau. Donc, je peux le fermer. C'est ça. Il est de ce bord-là. Ouais, c'est beau. Échappé dans le petit bout. Bon. Donc, on poursuit avec la séance régulière. Avec les différents dossiers de la mairie, du conseil municipal, et j'invite Mireille Thibault à procéder avec les résolutions de ce bloc-là. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, au point 11, nomination d'un maire suppléant et d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny.
à la suite du départ de notre collègue Marc Langlois. Alors, je propose de nommer Mme Sylvie Boulay, mairesse suppléante à la Ville de Montmagny pour la période du 20 juin 2023 jusqu'au 6 août 2023. De nommer également Mme Boulay à titre de substitut du maire de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et l'autoriser à voter lors de ces rencontres. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par Mme Boulay et liées à sa participation à diverses rencontres ou activités, alors qu'elle agit à titre de mairesse suppléante ou de substitut du maire de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny. Je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, le point 12, alors un amendement à la résolution 2021-353. Alors, nomination des membres du conseil municipal sur différents comités de la Ville, toujours considérant la démission du conseiller Marc Langlois, considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Marc Langlois sur différents postes qu'il occupait dans les comités de la Ville de Montmagny et les comités externes, je propose de remplacer le tableau de la résolution numéro 2021-353 par le tableau joint en annexe de la présente résolution. En somme, M. Jesse Croteau, conseiller du district numéro 2, ajoute à ses fonctions la Société de développement économique de Montmagny. Mme Michèle Bernard, conseillère du district numéro 3, ajoute la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny. En ce qui me concerne, Mireille Thibault, conseillère du district numéro 4, j'ajoute le comité de sécurité civile et incendie. Pour Mme Gabrielle Brisebois, conseillère du district numéro 6, le comité consultatif d'urbanisme. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Parfait. Est-ce qu'il y avait un ajout du côté de Mme Boulay, non? Elle en avait déjà une liste très considérable. Oui, Monsieur le on maire. a toute une liste considérable. Vous pouvez l'avoir là. C'est disponible sur le site web. En plus, ils ont chacun un chantier aussi qui s'ajoute à ça, qui chapeaute tout ça. Et j'en profite justement chacune des conseillères, chacun des conseillers, dans le fond, pour leur implication, dans le fond, très active dans leur projet, mais pas juste dans les comités, mais on voit, vous avez vu dépasser des nominations dans les dernières semaines. Ils sont actifs aussi sur la scène, dans certains cas régionale, là, donc vous vous impliquez, et même internationale dans le cas de Mme Boulay, c'est ça. Donc, une belle implication, une belle synergie au sein du conseil municipal, là, donc par rapport à chacun ses responsabilités, ses initiatives. On pilote chacun des projets aussi, là. Je ne les nommerai pas tous, mais vous suivez l'actualité, vous avez vu un vélo, une ville, on a vu... et bien d'autres. Donc, merci. Donc, j'invite Michèle Bernard à poursuivre avec les différents dossiers du service des finances. Donc, bonsoir à chacun de vous. Donc, au point 13, ce bloc comporte 3 points. Je demanderai un appuyeur à la fin des lectures. Donc, au point 13, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 370 $ et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, chambre de commerce, inscription de 2 conseillers, conférence du 1er juin, 120 $ plus taxes. Fondation Richelieu Montmagny, 11e tournoi de golf, le 18 août 2023, 250 $. Au point 14, considérant l'entente intervenue avec l'organisme Un vélo, une ville, considérant que la Ville doit identifier la source de financement pour autoriser la dépense entourant la signature de cette entente, je propose d'autoriser une dépense de 11 000 $ pour le service Un vélo, une ville pendant l'été 2023, et ce, à même l'excédent financier affecté aux fêtes du 375e. Et le dernier point, considérant que le projet de forêt nourricière et d'agriculture urbaine de l'école primaire Saint-Nicolas a été accepté dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales d'agriculture et agroalimentaire Canada, considérant que la Ville avait déjà appuyé ce projet par sa résolution 2022-308
et s'était engagé financièrement pour un montant maximum de 6 500 $, considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités pour l'aménagement du projet sur le terrain situé sur le lot 3 844 750 appartenant à la ville de Montmagny, je propose que la ville de Montmagny autorise l'implantation d'une clôture sur le lot 3 844 750 tel que soumis par l'école sur le plan déposé pour le projet et selon la demande de permis. Que la ville autorise la coupe d'arbres et arbustes nécessaires à la réalisation du projet tel que soumis par l'école sur le plan déposé pour le projet. Que la ville contribue financièrement à ce projet et autorise la dépense. Donc, pour ces 3 points, j'ai besoin d'un appuyeur. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord, M. le maire. Donc, pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, j'invite Mireille Thibault à poursuivre. Mais parce Le qu'il y a dossier du 16. service. Non, on est rendu au dossier du greffe et des affaires Ouais, juridiques. Oh, j'ai sauté un bloc. Alors, ça serait mon point, M. le maire, juste Oui. pour vous ramener Merci de me rappeler à l'ordre du jour. Pour faire suite aux élections partielles qui vont se tenir le 17 septembre prochain, au niveau de la résolution numéro 16, c'est l'abrogation des résolutions 2021-204 et 2021-205 pour les élections partielles 2023, le vote par correspondance. Alors, considérant que dans le cadre des élections municipales générales de 2021, des mesures gouvernementales liées au contexte de la pandémie ont été prises à l'effet de rendre obligatoire la possibilité à certaines catégories d'électeurs de voter par correspondance. Considérant qu'en plus des catégories d'électeurs obligatoires déterminées par le gouvernement provincial, la Ville de Montmagny a fait le choix d'élargir le vote par correspondance aux électeurs âgés de 70 ans et plus, ainsi qu'aux électeurs non domiciliés par les résolutions numéro 2021-204 et 2021-205. Considérant que ces résolutions s'appliquent à toutes les élections générales, partielles ou référendums, tant qu'elles ne sont pas abrogées, considérant l'analyse du Conseil municipal de maintenir ou non le vote par correspondance pour un seul district, considérant la possibilité pour le Conseil municipal de revoir sa décision pour les élections générales en 2025, je propose d'abroger les résolutions 2021-204 et 2021-205 afin de ne pas permettre le vote par correspondance aux catégories d'électeurs âgés de 70 ans et plus et les électeurs non domiciliés pour les élections partielles prévues pour combler le poste vacant du district numéro 1. Alors, au niveau du point 17, c'est l'autorisation de signature pour une quittance. Alors, je propose d'autoriser le maire et la greffière la quittance intervenue au sein de l'article 2631 au Code civil du Québec dans le cadre du dossier d'assurance numéro V1 121-8337 et d'autoriser la radiation après compensation du solde de la facture numéro 2022-00-464 plus les intérêts. Alors, pour ces deux résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Et là, nous y voici, les dossiers du service des loisirs. J'avais tourné ma page trop vite, désolé. Donc, j'invite Mireille Thibault. Merci, Monsieur le maire. Alors, au point 18, autorisation d'utilisation du domaine public, programmation estivale, l'été 2023. Comme vous serez à même de le constater, nous aurons un été très actif cet été au niveau culturel et touristique. Alors, je vous invite à bien m'écouter pour pouvoir participer à l'ensemble de ces activités-là et procurer un peu de bonheur. Alors, considérant, mais beaucoup de bonheur, considérant les demandes formulées à la Ville de Montmagny par le biais de la Société de développement économique de Montmagny de la part de quelques organismes pour la tenue d'activités sur le domaine public pendant l'été 2023, considérant la nécessité d'interdire temporairement le stationnement et la circulation automobile sur certaines parties de rue pour permettre la tenue de ces activités, je propose d'autoriser l'utilisation du domaine public et d'interdire temporairement la circulation et le stationnement de véhicules
sur les parties de rue aux dates et heures mentionnées à la note de la Société de développement économique de Montmagny, datée du 24 mai 2023. Que ces autorisations soient conditionnelles à ce que les organismes concernés assurent l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant les activités et à ce qu'ils mettent en place des dispositions permettant d'effectuer la récupération des matières résiduelles recyclables pendant la durée de leurs événements respectifs. D'autoriser Société de développement économique de Montmagny ainsi que les organismes suivants à effectuer les démarches visant l'obtention d'un permis pour permettre la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur la place Montel. On parle, c'est déjà passé, Raoul Duguay, Riopelle, c'est à ton tour, le 15 juin de 18h à 24h. La fête nationale cette semaine, le 23 juin de 18h à 24h. Le pique-nique en musique, les 21 et 28 juin. Et les 5, 12 et 19 juillet de 11h30 à 14h. Festif et cinéma, les 7, 14, 18, 19 et 28 juillet et les 4, 11 et 18 août de 18h à 24h. Bière et bouffe le 21 juillet de 11h à 23h. Le Carrefour mondial de l'accordéon les 2 et 3 septembre de midi à 18h. D'autoriser également la Société de développement économique de Montmagny à utiliser le domaine public pour permettre l'affichage défini dans son plan de partenariat conçu dans le cadre de l'édition 2023 de l'événement Un été chaud à Montmagny. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bière et bouffe qui est baptisée, je pense, la grand-messe, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Alors, ça promet. Merci. Donc, on a un dossier des ressources humaines et j'invite Michel Bernard à... Oui. Oui, prends le temps. Donc, le dossier, il y a un seul dossier au poste syndiqué col bleu de préposé général aux travaux publics. Considérant la recommandation favorable du comité de sélection pour combler les postes, je propose d'engager M. René Bernier au poste de préposé général aux travaux publics, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, conditionnellement à ce que l'employé obtienne son permis de conduire classe 3 au plus tard dans les 3 mois suivant l'adoption de la présente résolution. J'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, on en est rendu aux différents dossiers du service des travaux publics et des infrastructures. Et j'invite ma collègue Sylvie Boulay. Oui, le numéro 21. Alors, je vais suivre, M. le maire, je suis là, bien présente. Alors, au niveau du mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permettant à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, et considérant que la Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hydrocide de sodium, du soude caustique en solution liquide, je propose que la Ville de Montmagny confirme son adhésion au regroupement des achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de l'hydrocide de sodium, du soude caustique en parenthèse, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Et que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé couvrant la période aussi du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montmagny s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur qui le contrat est adjugé.
Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive avec le dernier grand bloc qui est celui du service d'urbanisme. Et j'invite Jessie Croteau à poursuivre. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Donc, le point 22, c'est un PIEA au 316 rue des Entrepreneurs, agrandissement de la caserne. Donc, considérant que la propriété est assujettie au règlement 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation d'intégration architecturale pour le secteur industriel, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont des travaux d'agrandissement, de modification des matériaux, de revêtement, des murs extérieurs et d'aménagement extérieur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, les plans fournis assurent un cadre bâti de qualité supérieure. L'ensemble des travaux contribue à donner une image positive du secteur industriel et la façade présente un traitement architectural de qualité. Je propose donc d'accepter la demande concernant la propriété située au 316 rue des Entrepreneurs visant à permettre l'agrandissement de la caserne de pompiers, le tout conformément aux documents soumis au comité consultatif d'urbanisme. Le point 23, c'est un autre PIA au 191 rue des Manoirs, donc c'est pour un nouveau garage, considérant que la propriété est assujettie au règlement 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur désirable, manoir et bâtiments d'intérêt patrimonial, considérant que les travaux projetés visent à une nouvelle construction, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent avec le cadre bâti. La pente et la forme de la toiture s'apparentent aux caractéristiques des toitures environnantes. Je propose donc d'accorder la demande concernant la propriété située au 191-193 rue du Manoir, visant à permettre la construction d'un garage de 14 pieds par 30 pieds en cour arrière avec un avancé de toiture devant la porte et d'utiliser un matériau en vinyle blanc comme le revêtement extérieur. De recommander aux demandeurs de colorer les moulures et les ouvertures pour un meilleur effet visuel. Le point 24, même chose, c'est encore un autre PIA au 85-89 rue Saint-Jean-Baptiste S, réfection extérieure d'une partie du bâtiment. Considérant la propriété assujettie au règlement 1260, toujours relatif à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la modification des matériaux de revêtement, des murs extérieurs et la rénovation des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des objectifs et des critères énoncés au règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, les détails architecturaux sont conservés, le type de matériaux de revêtement de murs extérieurs s'harmonise avec le cadre bâti environnant et le nombre limité de modèles de fenêtres est privilégié. Je propose donc d'accorder la demande concernant la propriété située au 85-89 rue Saint-Jean-Baptiste S, visant à permettre le remplacement des portes et des fenêtres de la partie du bâtiment qui comprend la savonnerie pour de nouvelles portes et fenêtres en PVC ainsi que de remplacer le revêtement des murs extérieurs par du cannexel de couleur bleue sur l'ensemble du bâtiment. Le tout conditionnellement à la conservation des planchers, des planches cornières, des moulures et des fenêtres de la console et à modillons et des modillons. Donc ça, c'est juste pour préciser, c'est voisin de l'ancienne pharmacie sur la Saint-Jean-Baptiste. Et en terminant, le point 25, c'est un PIA aussi au 110 rue Saint-Jean-Baptiste S, modification des ouvertures. Donc, c'est toujours considérant la propriété est assujettie au règlement numéro 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville. Considérant que les travaux projetés sur le bâtiment principal assujettis sont des modifications des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Donc, l'enlignement et la symétrie similaire des ouvertures,
Considérant que l'accès actuel est difficilement empruntable, surtout l'hiver, je propose donc d'accorder la demande concernant la propriété située au 110 rue Saint-Jean-Baptiste S, visant à permettre la modification des ouvertures pour accéder au sous-sol par une porte et de mettre la fenêtre plus haut sur le mur qu'actuellement, soit au-dessus de la nouvelle porte. Le revêtement extérieur et la descente du sous-sol devraient être indiscernable du revêtement actuel sur le bâtiment. Donc, pour situer les citoyens, c'est le derrière de la librairie L'Éventail, donc du côté de la rue Saint-Thomas. Donc, vous pouvez constater que des PIA, on en a 3. Donc, c'est toujours important de le préciser. On a le PIA du côté Manoir des Érables. On a le PIA aussi concernant le centre-ville, puis un PIA aussi du côté industriel. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut qu'ils passent au CCU afin de régulariser ou de harmoniser le cadre bâti de nos bâtiments industriels, résidentiels, commerciaux. Donc, pour ces 4 propositions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, moi, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on en arrive avec la réglementation. Il y a seulement qu'un point. J'invite Mireille Thibault à le traiter, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'adoption du règlement numéro 1100-183, modifiant le règlement de zonage numéro 1100, afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 1100-183, modifiant le règlement de zonage numéro 1100, afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage habitation bifamiliale et habitation trifamiliale, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 mai 2023. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, ça termine avec les points où il y avait des résolutions. On en arrive au niveau des interventions des membres du Conseil. Pour ceux qui sont en salle, vous êtes quand même nombreux pour comprendre que, dans le fond, la parole est dévolue normalement au maire, mais comme nous, on est quand même ouvert et qu'on permet chacun, quand on a un point d'actualité qu'il veut couvrir, donc on les invite à s'inscrire. Donc, dans le cas échéant, on en a 3. Et je commence avec Jessie, donc, qui va nous parler d'un point qui lui tient à cœur. Oui, j'ai 2 points, M. le maire. Donc, juste inviter la population au rendez-vous familial, peut-être le 23 juin, donc sur Place Montel, à 20h. Il y aura un spectacle musical. Christian Paquette va être là pour animer. Puis enfin, c'est le groupe Lâche pas. Donc, c'est pour replonger dans l'ère de Corbeau, de Margeau. Donc, spectacle hommage à ces légendes du rock québécois. Et puis, le 24 juin, un petit peu plus familial, au Parc Saint-Nicolas. De 10h à 16h, donc jeux gonflables à mesure publique, initiation au pickleball, près de canot, shuffleboard, disc golf, maquillage et plus encore. Donc aussi, sur le site, il sera présent aussi la cantine au profit de la Maison des Jeunes, l'incontournable de la Montmagny. Il va y avoir un kiosque du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. Puis, enfin, nous aurons aussi un vélo une ville qui va être disponible à la population. Donc, tout le monde va pouvoir l'essayer, pas juste des 55 ans et plus. Donc, les petites familles, donc ça va être le temps d'essayer le vélo. Les deux responsables, les 2 jeunes qui vont conduire le vélo durant l'été vont être disponibles durant cette journée-là. Et puis, si je parle encore, M. le maire, vous nous permettez de parler du projet Un vélo une ville. Donc, vous avez tous vu dans les journaux, à la radio et à CMA TV, la conférence de presse. Donc, le projet Un vélo une ville est lancé. Il y a déjà une journée, le 9 juin dernier, le vélo était présent à l'arrivée du Grand Défi puis à la voie. Et puis, le 24, comme j'ai dit tout à l'heure, le vélo va être disponible aux familles au Parc Saint-Nicolas le samedi. Et puis, à partir du 26-27 juin jusqu'au 18 août, le vélo va être disponible à la population de 55 ans et plus. Donc, si vous voulez réserver le vélo, donc il y a des plages horaires. Il va y avoir 3 plages horaires par jour. C'est quand même des jeunes qui conduisent le vélo. Oui, c'est sûr qu'il y a une traction, il y a quand même une aisance électrique, mais c'est quand même des jeunes de 14-15 ans qui conduisent le vélo. Donc, il y a toujours une petite période de repos pour nos jeunes. Donc, il va y avoir 3 balades disponibles par jour. Et puis, vous pouvez réserver en téléphonant là, au 241-6548. Ou vous pouvez écrire aussi par courriel à mdjmontmagny.ra@gmail.com. Donc, c'est les jeunes qui vont gérer les réservations, c'est les jeunes qui vont gérer les cancellations si jamais il y a pluie. On parle vraiment d'une grosse pluie.
mais c'est les jeunes qui vont gérer le projet, qui est supervisé par la directrice de la Maison des jeunes et le service des loisirs également. Donc, j'invite la population à s'approprier ce projet-là, un projet intergénérationnel qu'on met en place, puis qui va être vraiment un succès. En tout cas, la journée du 9, moi et ma collègue Mireille, on a conduit le vélo durant la journée du 9, puis j'ai déjà conduit une madame que sa fête était 90 ans cette journée-là, puis j'ai fait son cadeau de fête. Fait que, juste, comme j'ai dit en conférence de presse, juste le sourire et le bonheur dans les yeux de cette madame-là, bien, ça a fait déjà un wow pour le projet. Donc, j'invite la population à prendre ce projet-là en main, puis d'appeler, puis d'en parler aussi à vos amis. Puis, important aussi de dire qu'il va y avoir une journée réservée à Monseigneur Deschênes, parce qu'eux sont partenaires financiers. Il va y avoir une demi-journée aussi qui va être réservée à la Maison de l'Arc-en-Ciel, donc pour cette clientèle-là. Mais pour le reste de la semaine, donc c'est à vous, chers amis, d'utiliser ce vélo-là. Puis on va sûrement se voir là, Oui. durant ça. Donc, merci, Belle initiative, M. bravo pour piloter le projet. Donc, on a bien reçu les messages. On va fêter aussi pour la fête nationale. Donc, on a aussi Sylvie Boulay qui veut nous parler d'un autre sujet d'intérêt, exactement, un autre oui. succès. On parle en fait d'invitation, de culture et de tourisme aussi, mais moi j'amènerais peut-être un mot important, c'est que là c'est Montmagny en action, fait qu'on parle le mot du conseiller ce soir, fait que c'est conseillers et conseillères qui prennent la parole. Et moi, ce que je trouve important de mentionner aujourd'hui, c'est l'activité, l'événement du vernissage Riopelle qui s'est tenu la semaine passée, le 15 juin, à la bibliothèque. Alors, je voulais souligner le bon travail, la collaboration, les partenaires, d'avoir fait de cette activité qui se poursuit aussi jusqu'au 17 septembre, d'une réussite extraordinaire, d'une visibilité aussi. On avait quand même là, des invités d'honneur, de marque qui étaient présents. Et je vous invite formellement, prenez le temps d'aller voir cette exposition de Jean-Paul Riopelle. Oui, on souligne son 100e anniversaire, mais l'héritage qu'il nous a laissé, puis le sens de cette exposition-là que moi j'ai ressenti, c'est que les peintures qui sont exposées, c'est le prêt de peintures qui appartiennent à des particuliers. Alors, eux, ils ont prêté l'œuvre de Jean-Paul Riopelle pour qu'on puisse l'exposer ici à Montmagny. Alors, c'est une invitation, puis je salue vraiment toute l'organisation, la corporation de la bibliothèque pour ce bon travail. Et puis, c'est une invitation. Merci beaucoup. Merci. Bien, effectivement, ça a permis aussi à la ville de Montmagny de rayonner à l'extérieur. Il y avait eu une croisière la semaine d'avant où vous étiez pour plusieurs. Le 29 mai dernier, oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des beaux reportages à Devoir, la presse, différents, avec des belles reconnaissances. Donc, on chemine sur un événement quand même international, c'est ça, le 100e de Riopelle. Oui. Donc, un dernier point, j'invite Mireille à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, de mon côté, c'est un peu plus, c'est différent, c'est un peu plus émotif. Je tenais à souligner un événement que nous avons vécu au Conseil. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est à regret que nous avons appris et vécu la démission de notre collègue Marc Langlois, conseiller municipal depuis près de 6 ans à la ville de Montmagny. Ayant eu le privilège de le côtoyer, comme mes collègues autour de la table, c'est un homme loyal, rigoureux, efficace, très intègre, déterminé et sans demi-vérité. Il détient une très grande expertise, entre autres en matière de relations de travail. Nous comprenons les motivations qui l'ont amené à démissionner, car nous en avons été témoins et où nous les vivons. Je nous souhaite que cette démission soit la dernière pour un poste de conseiller-conseillère. En politique, et je suis bien placée pour le savoir et l'avoir vécu, on nous rappelle que les élus passent et que l'administration reste. C'est vrai. Nous avons une très bonne administration. On a eu un bel exemple tout à l'heure avec le trésorier et plein d'autres collègues qu'on a le privilège de travailler dans notre, pas quotidien, mais à toutes les semaines minimalement. À la suite de plusieurs messages reçus, je vais vous dire et je nous dirai haut et fort que nous sommes là, conseillers, conseillères, pour compléter notre mandat. Ce message mérite d'être bien entendu.
Je vous remercie de m'avoir Merci. laissé adresser ce message. Monsieur le Merci maire, pour oui. ce bon mot, merci. Monsieur le maire, ayant côtoyé aussi Monsieur Marc Langlois, nous avons été élus pour être la voix des citoyens et citoyennes de nos districts respectifs. Nous nous devons d'agir de façon démocratique. Il est donc approprié de questionner et de vouloir le mieux-être de la population, et ce, à moindre coût. Au Conseil, l'opinion contraire est considérée comme une offense et ou comme de l'ingérence envers l'administration. Monsieur le maire, j'ai aussi quelques mots à compléter. En se référant au site de la Commission municipale du Québec, il est mentionné notamment que les paroles, les écrits ou les gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants, de toute forme d'incivilité de nature vexatoire sont à proscrire. Et pourtant, nous avons subi des menaces personnelles et conjointes, ainsi que notre collègue Marc Langlois. Nous sommes en droit de travailler dans des relations saines. Cela implique également, pour nous, que la transparence et l'imputabilité sont des mots que nous demandons de mettre en pratique. Monsieur le maire, en terminant, Michel Bernard, Sylvie Boulay, Mireille Thibault et moi-même, nous vous tendons la main afin de poursuivre notre mandat constructivement, positivement et avec le leadership pour le mieux-être de nos équipes et de la population qui a misé sur nous le 7 novembre 2021. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Donc, on en arrive à la période de questions. Vous connaissez le principe pour les périodes de questions où vous allez au microphone, vous vous identifiez avec votre nom et votre adresse. Et puis, donc, vous posez une question. C'est pas un commentaire, mais c'est une question donc, qui est à poser. Donc, on est là pour y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? S'il n'y a pas de question, on va lever l'Assemblée. Oui, monsieur le maire, c'est en Guy Larochelle, 781 Taché Ouest, Montmagny. Ma question en rapport, en tout cas, numéro 16. Si j'ai bien compris tantôt, vous avez voté à l'unanimité par rapport, en tout cas, mettons que... Quel point? 16. Que lors de l'élection partielle dans le district numéro 1, les 70 ans et plus... Attendez, juste placer le micro un peu plus haut parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui n'entend pas. Donc, En avant? Oui, c'est correct. Rapprochez du micro, bien parler fort. On va le rentrer entre les pattes. Oui, c'est ça. Donc, parlez proche du micro. OK. À la limite, le monter. Alors, c'est les thèmes 16. Oui. La prorogation des résolutions. C'est que, si j'ai bien compris, vous avez enlevé le droit de vote aux personnes de 70 ans et plus, ainsi que les électeurs de l'extérieur de Montmagny, lors d'élections partielles du mois de septembre. Est-ce exact? Vote par correspondance. C'est le vote par correspondance. Correspondance, oui. 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 Oui? Oui. Bon, alors là, alors j'ai ma réponse. Maintenant, personnellement, je suis très déçu d'une telle décision. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans à aider les gens à aller voter lors d'une élection provinciale, municipale, scolaire, etc. Et là, de voir qu'on enlève dans le district 1, qui est un district qui couvre un milieu rural, surtout, et qui a beaucoup de propriétés, des centaines, je dirais, là j'ai mis 200 ici, mais il y en a peut-être plus, qui sont de l'extérieur de Montmagny. Montréal, Sherbrooke, Québec, Toronto, Gatineau, etc., qui ne peuvent pas, en tout cas, il faudrait qu'ils se présentent ici pour voter, ils ne pourront pas le faire par correspondance à cette élection-là, partielle. Je suis très déçu d'une telle décision parce que, pour les raisons que je vous dis, en plus, l'élection aura lieu le 17 septembre. Pas au mois de juillet, quand les gens sont dans leur chalet, mais quand ils sont partis. C'est ça. Merci. Est-ce que
Il y a un commentaire par rapport à ça? Non, il y avait peut-être des raisons. C'est un commentaire. C'est un commentaire, donc c'est pas une question. Mais il y avait sûrement des raisons techniques là, par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il y a... Bonsoir. Jacques Talbot, 337 rue Jean-Proulx, Montmagny. La fin avril, j'ai reçu un membre de l'urbanisme qui est venu prendre des photos de ma haie de cèdre. Le 2 mai, je reçois une lettre de la ville comme de quoi ma haie n'est pas réglementaire. Le 24 mai, je reçois une lettre recommandée comme de quoi il faut que je coupe ma haie, sinon j'ai 500 $ d'amende à tous les 20 jours. Est-ce que Montmagny est une ville verte ou une ville sans haie, sans clôture, sans rien, pour nous garnir après 30 ans qu'on est dans la même place? Est-ce que vous avez des réponses ou des suggestions ou des solutions pour ça? Parce que moi, j'ai investi beaucoup d'argent. Après 20 ans, ma maison a perd comment de valeur? Mon terrain, en n'ayant plus de haies qui est entretenu à chaque année. Tout le temps. Tout le temps. Et je ne suis pas le seul dans cette situation. Alors, j'aimerais avoir des réponses, parce que moi, je n'ai pas porté plainte contre personne. Mais je pense que je ne suis pas tout seul ici à soir pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ça. Alors, j'aimerais avoir des réponses. J'ai bien entendu la question, je vous comprends très bien. Là, donc, mais pouvez-vous préciser la question comme telle? Vous avez demandé si la ville était une ville verte. Je pense que la réponse est oui. Parce que si la ville fait couper toutes les haies de cèdre dans la ville, parce que les haies sont là depuis 30 ans et plus, 20, 25, 30 ans. Le règlement était là, il n'a jamais été appliqué. Si la question, c'est est-ce que la ville demande de couper toutes les haies, la réponse est non, loin de là. J'espère que non. Là, on parle d'un cas particulier, là, donc, mais si vous avez une question sur l'orientation en général de la ville, non, c'est pas le cas comme tel. Donc, alors, on m'a obligé à couper la mienne. Est-ce que je vais être dédommagé? Est-ce que ça a eu des frais pour ça? C'est quelques mille piastres pour la couper, de la remplacer. C'est une haie de 20 ans qui avait 6 pieds de haut. D'accord? Je pense qu'il y a eu des rencontres particulières à ce sujet-là avec l'équipe de la ville. Je n'ai pas eu de réponse, par exemple. Oui, vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Si vous avez une question, on ne va pas tomber dans les cas particuliers, dans le détail. Mais il y a eu une rencontre jeudi dernier. Je pense que les éléments ont été répondus. Donc, il n'y a personne d'autre pour l'instant. Si le règlement change ou pas, si je vais être dédommagé, moi aussi. Parce que les autres, ils ont eu une lettre de suite le lendemain qui n'avaient pas à toucher à ça. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est drôle, hein? Ça fait déjà 2 mois que je vis dans ça. Puis je suis stressé avec ça, puis je n'en dors pas. J'aimerais avoir une réponse le plus tôt possible. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Denis Lavoie, Samuel Caron, 116 Samuel Caron. Est-ce que la Ville a une orientation concernant ce sujet-là? Moi, j'en ai pas de haie, là. Mais je pense m'en mettre une. Mais je suis un peu moins sûr. Mais est-ce que maintenant, la Ville a une orientation claire, OK, concernant ce dossier-là, OK, de haies, qui m'apparaît un peu dépassé, OK, de la façon dont ça a été traité. Monsieur Talbot, je vous comprends très bien de ne pas dormir de ça. Mais bon, est-ce que la Ville a statué quelque chose? La Ville, pour répondre à la question, oui, il y a une réglementation par rapport à ça, puis qui est en révision aussi. Mais j'inviterai la greffière à préciser, si vous voulez préciser votre question. Donc, vous avez parlé d'une vision, c'est large. Mais je ne sais pas, c'est pas nouveau que vous ne comprenez pas mes questions, Monsieur le maire. Est-ce que la Ville a statué quelque chose concernant les haies dans le contexte actuel, OK, de ce qui est vécu actuellement dans la Ville de Montmagny? Au niveau de l'orientation, la réflexion a été débutée la semaine dernière pour entamer un processus de modification réglementaire. Donc, pour répondre à votre question, oui, le processus réglementaire a été entamé. Donc, c'est un long processus, mais on a retransmis des lettres aux propriétaires concernés. Puis, on va les tenir au courant là, dans les prochaines semaines, prochains mois de la nouvelle réglementation. Ça, c'est sûr. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui.
Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Est-ce que ça va s'appliquer qu'à ces gens-là qui ont eu des lettres ou si ça va s'appliquer de façon générale dans la ville? De façon générale dans la ville. Merci. Bienvenue. C'est le conseil qui a demandé ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, Guillaume Larochelle, 21 rue Philippe Landry. Moi, j'ai reçu la lettre en question. En fait, peut-être un des modèles de lettre, ça me semble différent de ce que le monsieur a expliqué tout à l'heure. Moi, j'aimerais une précision sur l'article 5.27.1 du règlement de zonage, où on stipule, entre autres, que pour une cour avant, on peut avoir une haie d'une hauteur d'1 mètre. On a aussi l'article 5.27.2, où on stipule que pour une cour latérale, pour un côté latéral, on parle qu'on peut avoir une haie, mais on n'explique pas, il n'y a pas d'auteur dans le règlement. Et finalement, cour arrière, la même chose, où on parle qu'il est possible d'avoir une haie, mais on ne parle pas d'auteur au niveau d'une cour arrière. Moi, j'ai un terrain qui est borné par 2 rues, donc j'ai un coin de rue. Je respecte le coin de rue, la distance sécuritaire de 5 mètres, même si c'est au-delà de 10 mètres. Ce qui veut dire qu'au niveau sécuritaire, j'empêche la visibilité de personne là, au niveau du coin de ma rue. J'ai cependant reçu la lettre qui stipule que je ne peux pas avoir de clôture décorative ou de haie de 1 mètre ou moins pour ma cour avant. Moi, je n'ai pas de haie sur ma cour avant. J'ai aucune haie. Ce que j'ai comme haie, c'est dans ma cour arrière. C'est-à-dire qu'elle commence à la portion arrière de ma maison et ça fait le U pour la cour arrière au complet. Autrement dit, cette haie-là protège mon intimité, l'intimité de ma famille. Donc, en aucun moment, je viens, exemple, cacher ma maison, ma cour avant. C'est très sécuritaire par rapport aux gens qui circulent. Alors, je me demande pourquoi on m'envoie cette lettre-là en m'en mentionnant « Nous sommes persuadés que vous pouvez souscrire à ces principes et que on demande votre collaboration afin de remédier à la situation. » Je ne sais pas de quelle situation je dois remédier parce que je n'ai pas de haie dans ma cour avant tel qu'est stipulé dans l'article. Moi, j'ai une haie seulement dans ma cour arrière. Donc, je ne sais pas s'il y a des explications. J'ai pris en nom votre adresse et je vais vérifier personnellement là, celle qui vous a été transmise, puis je vais vous rappeler. D'accord. J'ai vu sur votre site, c'est en complément, il y a des petits schémas qui expliquent. Oui. C'est la notion de cour avant latérale que je trouve un peu spéciale. Parce que ça stipule cour avant qui est sur un règlement, et cour arrière, cour latérale qui est aussi sur un autre règlement en termes de hauteur de haie. Si on regarde justement où j'habite, en aucun moment, il y a un aspect avant au niveau de ma haie. Mais je pose en même temps la question pour une clôture, pour quelqu'un qui aurait une clôture. Ça va faire partie là, de la nouvelle réglementation, toute l'analyse qui va être faite, parce que c'est un vieux règlement de 1990. D'accord. Donc, les nouvelles réalités d'aujourd'hui, on va en tenir compte là, pour chacune des définitions. Donc, dans le travail qui est en réflexion présentement, il y a cet aspect-là de définition d'une cour avant versus latérale et arrière. Tout à fait. Ça va être précisé. Parfait, merci. Bonjour, Isabelle Langlois, 256 avenue Gabriel Ardonneau. J'ai reçu également une lettre le 9 juin et j'en ai reçu une deuxième datée du 13 juin. Ce que je veux savoir de mon côté, il y a eu, semble-t-il, quelques lettres d'envoyés, sauf que vous savez qu'il y a des kilomètres de haies dans la ville de Montmagny, donc j'aimerais savoir sur quoi s'est basé cet envoi de lettres pour détruire notre écosystème. Et puis, j'aimerais savoir également, vous parlez que vous êtes en train de faire des travaux. Ça va durer combien de temps, les travaux? Est-ce qu'on sera consulté ou on aura à appliquer, tel qu'il nous est stipulé dans la lettre, qu'on va souscrire à ces principes dans un délai de 2 semaines, comme il nous était demandé? Normalement, on consulte les gens quand on fait des choses, mais première réponse. Oui. Première réponse, Mme Langlois. Les 12 propriétés qui ont été ciblées, c'est suivant une plainte écrite. Donc, les adresses nous ont été déposées.
précisément. Donc, c'est le pourquoi que les 12 propriétés ont été vérifiées par les inspecteurs municipaux. Et pour le deuxième aspect, au niveau de la consultation pour le projet de modification, effectivement, ça touche la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y aura des consultations là, auprès des citoyens pour avoir leur opinion et les entendre à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut les prendre s'il n'y a pas d'autres questions. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. On vient de dire qu'il y a eu une plainte écrite visant 12 propriétés. OK. Est-ce que les gens qui ont reçu la plainte à la Ville ont pensé appliquer ça qu'à ces 12 propriétés-là ou si dans ce processus-là, il y avait dans l'intention de l'appliquer à tout le monde qui était dans cette situation-là de haie puis pas latéral avant et tout? OK. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou bien si on ciblait 12 personnes puis ça arrêtait là? Pas nécessairement, non. Non? OK. Parce que ce n'est pas les premières lettres qui sont envoyées pour des problèmes similaires, pour des dossiers similaires. Donc, la majorité des plaintes, la majorité des inspections sont faites lorsqu'on recueille des plaintes. D'accord. Sinon, c'est lorsqu'on fait un visuel au niveau de l'inspection là, sur le terrain. OK, merci. Sylvain Côté, 256, Gabriel Deneau. Pourquoi? Ça fait 22 ans qu'on est là, ça fait 21 ans que ma haie est plantée. Je l'ai plantée avant que le chemin soit existant. Pourquoi ils ne nous ont pas demandé au début de déplacer ou qu'on n'ait pas été avisé de cette réglementation-là? On aurait pu agir avant ça. Ça fait 21 ans qu'elle est là. On arrive aujourd'hui, puis ça ne marche plus. La rue n'existait pas quand je l'ai plantée. C'est toute mon intimité qui est là. Est-ce que dans votre cas, vous avez reçu un avis, oui, une lettre, une visite? Ma conjointe. Dans les... On en parlait. Ça fait 21 ans qu'elle est plantée. Puis oui. Jamais, j'ai rien reçu. On a été mis au courant de rien. Puis là, on nous demande d'abattre la haie. C'est pour ça qu'il y a une deuxième correspondance qui a été transmise. C'est pour ça qu'on a fait un avis public, qu'on va prendre la situation pour revoir la réglementation municipale et qu'on va tenir compte de ce qui s'est passé antérieurement. OK. Puis c'est marqué dans la lettre, dans la seconde lettre qu'on a reçue, c'est marqué qu'on va être au courant des démarches. Tout à fait. Oui. C'est pas quand ça va être canné, là, on va être au courant. Là. Je vous l'ai écrit et je vous l'ai dit. OK. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Donc, j'inviterai... Oui, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Je vais la seconder. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. La prochaine séance publique, M. le maire, le 10 juillet prochain. Oui. Merci. Bonne saison estivale.